Est-ce que vous avez déjà vu des films en 3 dimensions? Vous savez, la 3D, comme on dit. Des films où les objets sortent de l'écran et se manifestent avec nous. Évidemment, aucun objet ne sort réellement de l'écran. D'ailleurs, aucun objet n'a jamais été dans l'écran, de toute façon. C'est une affaire de perception. En fait, tous les films sont des films à 3 dimensions, dans le sens où ils nous donnent à voir une réalité physique qui, elle, est tridimensionnelle. Il y a une hauteur, une largeur et une profondeur. Ces 3 dimensions, on les retrouve dans n'importe quel film. Vous avez des premiers plans, des arrière-plans, des effets de perspective, on s'y retrouve très bien en réalité. Mais c'est vrai que quand on voit un film à 3 dimensions en relief, alors là, il y a quand même une expérience totalement nouvelle. Du point de vue cognitif, c'est quelque chose de radicalement nouveau, de qualitativement nouveau. C'est pas qu'on voit de nouvelles choses, mais on les voit différemment, on se trouve en présence. C'est d'ailleurs remarquable de réaliser qu'il n'y a aucun miracle technologique derrière tout ça. Le miracle, c'est le miracle de nos yeux, et surtout de notre cerveau, et surtout de notre conscience, qui arrive à faire sens à partir de 2 points de vue différents sur le monde que nous donnent nos 2 yeux. Ces 2 points de vue qui sont en conflit, parce que nos yeux sont orientés différemment sur les objets. Ce conflit est résolu par toute une chaîne cognitive, au bout de laquelle se trouve, mystère des mystères, cette conscience qui nous donne à voir en présence un monde dans lequel non seulement les objets sont disposés les uns par rapport aux autres dans ces 3 dimensions, mais dans lequel nous-mêmes, on est situés. Si on voit à 3 dimensions, c'est simplement parce que notre espace est à 3 dimensions. Si nous étions dans un espace à 4 dimensions, nous verrions très probablement à 4 dimensions, le cerveau trouverait un moyen de s'y repérer et de reconstruire cette réalité pour nous. Mais alors, quand on parle de 3 dimensions, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est dans un monde à 3 dimensions? Très simplement, ça veut dire que si je veux repérer la position d'un point, mettons ici, ou là, j'ai besoin de me donner 3 informations. Par exemple, ce point-là, je vais dire qu'il est à 1,50 m au-dessus du sol, il est à 3,50 m du fond de la salle, et puis il est à 7 mètres de ce mur-là. Avec ces 3 nombres, ces 3 coordonnées, j'ai repéré chaque point. Chaque point correspond à un triplet de nombres, et chaque triplet de nombres correspond à un point. Cette relation biunivoque, c'est ça qui nous donne cette tridimensionnalité du monde. Alors, en réalité, ces axes de distinction de la réalité physique, il y en a d'autres. Prenez la température, par exemple. En voilà une 4e dimension. Je peux être ici, à 20 degrés, ou ici, à 60 degrés. Voilà 2 situations différentes. La température est, de plein droit, une 4e dimension. Mais c'est un peu différent. On voit bien que ce n'est pas une dimension qui est de la même nature. On voit bien que c'est quelque chose qui ne fait pas corps avec les autres dimensions, qui sont les dimensions spatiales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire corps? Qu'est-ce que c'est que cette cohérence interne qui existe entre les 3 dimensions spatiales? Pour vous le montrer, je vais faire une expérience extraordinaire grâce à ce carton. Vous voyez qu'on peut faire des expériences de physique très profondes en fait avec des outils très simples. Je vais faire quelque chose. Attention, vous êtes prêts? C'est extraordinaire. Voilà. Merci. 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 Ce que je viens de faire là est réellement extraordinaire. J'ai transformé une dimension en une autre. Ce carton qui avait une certaine hauteur et une certaine largeur, maintenant, il a une hauteur différente et une largeur différente. J'ai fait basculer cet objet physique dans l'espace. Et il y a une cohérence globale qui s'est manifestée. C'est ça qui me permet de dire que la dimension hauteur et la dimension largeur sont de même nature. Je peux passer de l'une à l'autre. Si je le mets comme ça, vous voyez bien que je fais même un mélange des deux, puis je peux tourner l'objet comme ça. Ici, je suis en train de faire l'expérience de la tridimensionnalité du monde. Je vais faire maintenant une 2e expérience, peut-être encore plus extraordinaire. Il n'y a pas de roulement de tambour, mais attention, vous êtes prêts? Voilà. Merci. Je viens de transformer ce qui était pour moi la direction avant-arrière en ce qui était pour moi la direction droite-gauche. Je peux choisir moi-même mon orientation dans cet espace. Le fait que je puisse comme ça évoluer dans l'espace-temps et choisir ce que je vais appeler devant, derrière, droite-gauche, haut-bas, suivant mes rotations, et le fait que je puisse faire tourner les objets, c'est ça qui détermine cette tridimensionnalité du monde, et c'est ça qui montre qu'il y a une cohérence foncière entre les 3 dimensions spatiales. En réalité, j'ai parlé de ces 3 dimensions. Je ne suis pas tout à fait exact, en fait je suis même complètement faux. Ce n'est pas vrai que notre monde est à 3 dimensions, parce que si je veux repérer la position d'un point précisément, prenons celui-ci, là, ici, je vous ai dit que j'avais besoin de 3 nombres. Ça peut être aussi latitude, longitude, altitude, peu importe, mais il m'en faut 3.
Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Si je spécifie la position de ce point par 3 nombres, des distances à des murs, des coordonnées quelconques, en fait, j'ai l'air de parler d'un point, mais si vous prenez un peu de recul et que vous imaginez la Terre qui est en train de tourner sur elle-même, vous verrez que ce point-là n'est pas un point. Ce point-là est une trajectoire entière. Ce point-là dont je parle, depuis que j'ai commencé à parler, a parcouru un immense chemin autour de l'axe des pôles de la Terre. La Terre tourne sur elle-même, et puis la Terre est entraînée autour du Soleil, et puis le Soleil est entraîné dans la galaxie. Bref, quand je dis ce point-là, si je ne dis pas quand, je n'ai pas spécifié le point. Voilà pourquoi j'ai besoin d'une 4e coordonnée pour réellement repérer la position des objets dans l'espace. En fait, notre monde n'est pas à 3 dimensions, mais à 4 dimensions. On a 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. D'ailleurs, un GPS, je ne sais pas si vous avez remarqué, un GPS qui est censé vous donner la position, il vous donne l'heure aussi. Ce n'est pas un truc en plus, ce n'est pas qu'il vous donne le temps gratos comme ça pour faire plaisir, c'est que s'il ne vous donne pas le temps, si vous dites pas quand, vous ne pouvez pas savoir où. C'est indissociable. Alors, est-ce que cette 4e dimension, le temps, est-ce que c'est quelque chose qui est d'une autre nature que l'espace ? A priori, bah oui, je peux pas, je sais pas, je prends un phénomène physique, mettons un sablier qui a une certaine hauteur, qui va mettre un certain temps à se vider. Il est clair que je ne peux pas le faire basculer dans l'espace-temps comme j'ai fait basculer cette boîte. Il est clair que je ne peux pas transformer de la durée en longueur ou de la longueur en durée, ça n'aurait pas le moindre sens. Ouais, vous en êtes sûr ? J'ai ici un détecteur de muons. Ce détecteur voit passer des particules énergétiques et transmet ici, à chaque fois que vous voyez un petit truc comme ça, là, un signal, c'est un muon qui a été détecté. Qu'est-ce qu'un muon ? C'est une particule élémentaire en tout point identique à un électron. La seule différence, c'est que sa masse est 200 fois plus grande. Et c'est une différence importante parce que du coup, le muon est instable et en réalité, au bout de 2 microsecondes, il va se désintégrer. En électron d'ailleurs, justement. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous détectons un muon, on est certain qu'il a été produit il y a moins de 2 microsecondes, en moyenne. Or, ces muons, nous savons comment ils sont produits. Ils sont produits par l'interaction des rayons cosmiques dans l'atmosphère. Les rayons cosmiques sont des particules énergétiques qui se baladent dans l'univers. Il se trouve que c'est mon sujet de recherche en astrophysique. Et quand ces particules énergétiques interagissent avec l'atmosphère, ils produisent des particules secondaires, dont les muons. Sauf que ces muons sont produits à 10 km d'altitude, voire plus. Or, si vous comptez bien, quand on vit 2 microsecondes, et même si on va à la vitesse de la lumière, qui est la vitesse indépassable, on parcourt 600 mètres. Alors expliquez-moi comment ces muons, que vous voyez ici détectés, dont vous avez la preuve qu'ils arrivent là, expliquez-moi comment ils ont pu parcourir 10 km, alors qu'en 2 microsecondes, on ne peut pas faire plus de 600 mètres. Eh bien, la réponse, c'est celle-ci. Voilà, encore. Ils ont basculé dans l'espace-temps. Leur dimension temporelle, leur direction temporelle n'est pas la nôtre. Et leur direction spatiale non plus. Ils ne peuvent pas vivre plus de 2 microsecondes. C'est impossible. Nous, entre le moment où ils ont été produits et le moment où ils sont détectés ici, il s'est écoulé pour nous 30, 35, 40 microsecondes. Pour eux, il ne s'est écoulé que 2 microsecondes. Et le chemin qu'ils ont parcouru est beaucoup plus faible que celui qu'ils ont parcouru pour nous. Ça veut dire que ces muons ont pivoté dans l'espace-temps, ont échangé des dimensions spatiales et temporelles, ont fait une rotation exactement analogue à celle-ci, et ça nous prouve qu'il y a une solidarité foncière entre les dimensions spatiales et les dimensions temporelles. C'est vraiment extraordinaire. Alors comment s'y prennent les muons ? En fait, c'est ce qu'Einstein nous a expliqué il y a un peu plus d'un siècle. En fait, pour pivoter dans l'espace-temps, pour choisir comme ça une autre orientation temporelle et mélanger du temps à de l'espace, il suffit de se déplacer. Si je fais comme ça, je suis déjà plus dans votre temps. Alors simplement, pour que la rotation spatio-temporelle soit un petit peu significative, il faut aller vite, très vite, très très vite. Il faut aller presque à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. Pensez donc. Alors les particules élémentaires peuvent le faire. Ces muons ont des facteurs de distorsion spatiale et temporelle qui allongent leur temps d'un facteur 15, 20 à peu près. Dans les accélérateurs de particules, tous les jours, on fabrique des particules qui ont un facteur de distorsion temporelle de l'ordre de 10 000. Et puis les rayons cosmiques les plus énergétiques sur lesquels je travaille, qui sont les particules les plus énergétiques de l'univers, effectivement, ont des facteurs de distorsion de 100 milliards. Ça veut dire que entre 2 événements de leur vie, de la nôtre, enfin entre 2 événements du monde, quand il s'écoule 1 seconde pour ces particules, il s'est écoulé 3500 ans pour nous. Et la distance de la Terre au Soleil pour ces particules, pour nous, 150 millions de kilomètres, pour elles, s'est ramenée à 1,50 m. C'est comme ça, parce qu'on peut basculer dans l'espace-temps, il suffit d'aller très vite. Alors,
c'est très bien. Est-ce que moi, je peux aussi basculer dans l'espace-temps? C'est ça que j'aimerais faire. J'aimerais pouvoir être capable de faire l'expérience de la 4e dimension, de ces 4 dimensions, comme je le fais à 3 dimensions, car c'est ça qui me permet de voir à 3D. Et si j'étais capable, moi aussi, de basculer dans l'espace-temps, de m'orienter à ma guise, de faire l'expérience de cette cohérence interne des 4 dimensions, alors sans doute, je serais capable aussi de voir à 4 dimensions, de voir ce que personne n'a jamais vu. Sauf que Einstein, qui nous a bien expliqué comment faire, il suffit d'aller à la vitesse de la lumière, Einstein nous a aussi expliqué que ça allait coûter très cher en énergie. Vous savez, c'est E égale mc2. Si vous voulez atteindre un facteur de distorsion ne serait-ce que d'un facteur 2, il faut fournir au corps que vous voulez faire pivoter dans l'espace-temps une énergie égale à mc2, justement. Simplement, si vous prenez une personne, mettons fluette, 55 kg, que vous voulez lui faire atteindre donc un facteur de distorsion de l'ordre de 2, il faut lui communiquer une énergie qui est égale à ce que fournirait une centrale nucléaire qui fonctionnerait chaque seconde sans interruption pendant 160 ans. Bon, faut oublier, dommage pour la vision quadridimensionnelle. Mais il ne faut pas renoncer si vite. Je me suis dit une chose toute simple, si tu ne peux pas aller à la vitesse de la lumière viendra à toi. Ouais. Merci. RT, please. Mais oui, on a des dispositifs de réalité virtuelle aujourd'hui. On est capable de s'immerger dans des mondes créés sur ordinateur. Peut-être on peut montrer... Ah, c'est peut-être à moi de le faire. Si je fais ça... Ouais, vous avez ici un dispositif de réalité virtuelle immersive qu'on appelle Cave. C'est en fait une salle, une pièce, sur laquelle vous avez des murs qui sont en fait des écrans. Et le sol lui-même est un écran. Ce qui fait que vous pouvez vous promener dans cet environnement et ça prend tout votre champ de vue. Et vous voyez parfaitement un monde restitué comme si vous y étiez. Et si vous vous déplacez, la vue change, bref, vous y êtes. Et l'idée, c'est de détourner les outils de réalité virtuelle qui sont utilisés en médecine, dans l'industrie, dans tout ce que vous voulez, pour aller programmer un monde, notre monde physique, mais dans lequel la vitesse de la lumière serait non plus 300 000 km/s, pensez donc, mais 2 km/h. À ce moment-là, je marche un peu vite et je vais basculer dans l'espace-temps. Si je m'introduis dans un espace comme ceci, où la vitesse de la lumière a été ramenée à quelque chose d'accessible, eh bien, je vais vraiment, pleinement, par mes sens, par ma perception, faire l'expérience de cette quadridimensionnalité du monde, comprendre cette cohérence interne et faire naître une perception nouvelle avec un saut analogue à ce qui se passe quand vous passez du 2D au 3D. D'un seul coup, vous avez un relief qui se manifeste, vous êtes en présence dans un espace plus vaste. Et bien de la même façon, mais c'est encore plus fort, puisque à la limite, quand le cinéma 2D passe en 3D, ça ne fait que restituer une perception que nous connaissons déjà. Là, cette perception quadridimensionnelle, on ne la connaît pas, et c'est à nous d'aller la chercher. Alors, on a programmé, j'ai développé un algorithme qui permet de restituer ce monde relativiste, ce monde où les vitesses de la lumière sont accessibles à nos mouvements quotidiens, de le faire en temps réel pour pouvoir vraiment s'immerger dans ce monde et interagir avec les objets et voir ce qui se passe et essayer de faire naître cette vision. Si un jour, si vous me suivez sur Facebook ou Twitter et que vous voyez que je ne réponds plus pendant un moment, c'est peut-être que je me suis enfermé dans cette cave pour essayer de voir ce que personne n'a vu, cette quadridimensionnalité du monde. Qu'est-ce qui me permet de penser que c'est possible de faire naître cette vision dans le cerveau? C'est simplement qu'on sait très bien que notre cerveau est extrêmement malléable. Vous connaissez ces expériences, je crois que c'est Stratton qui faisait ça, avec des prismes qui vous font voir la droite à gauche ou le bas en haut. Vous mettez des lunettes comme ça et tout est inversé. Alors évidemment, vous êtes un peu paniqué, vous voyez le plafond au plancher, etc. Et puis, au bout d'un moment, le cerveau bascule, c'est-à-dire que ce n'est plus que vous corrigez, le cerveau a corrigé, vous ne voyez plus le bas en haut et le haut en bas. C'est-à-dire quand vous retirez les lunettes, alors pendant un moment, vous voyez le haut en bas et le bas en haut. C'est-à-dire que le cerveau est capable de percevoir la cohérence sous-jacente aux informations qu'il reçoit, il est capable de comprendre comment le monde est architecturé. Donc si on s'émerge dans ce monde à 4 dimensions, espace et temps ensemble, non pas l'espace et le temps, mais l'espace-temps, alors on devrait faire naître cette vision quadridimensionnelle. Donc il n'y a pas vraiment de conclusion à cette petite discussion. Non, mais attendez, je juste vous faire remarquer que l'esprit humain a des capacités cognitives immenses. Nous sommes limités par nos limitations psychologiques, notre manque d'imagination, parfois par des limitations un peu plus fortes qui sont des limitations physiques, mais même ça, on peut les dépasser avec un peu de volonté. On peut simuler des mondes entiers, s'immerger dedans, et ce qu'on verra, justement, on verra.
Génial, merci. Génial. Merci.